Mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette cinquième session sur le webinaire, sur la conférence en ligne avec vous, étudiants, connectés sur la plateforme d'Internews Meet, mais aussi sur la page Facebook d'Internews en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt à mon introduction, que nous sommes à la cinquième session, pardon. Hier, c'était la quatrième session où nous avons eu à échanger sur l'initiation à la programmation des applications mobiles. C'est moi, c'était moi qui avais présenté, Peter Ochudi. Je vais peut-être, avant qu'on puisse commencer avec mon deal d'aujourd'hui, demander s'il y a quelqu'un en ligne qui peut essayer un peu de nous procéder, de nous résumer tout ce qu'on a vu hier en 2 minutes ou 1 minute. Comme ça nous permet de bien démarrer la session d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un en ligne qui puisse juste activer son micro et parler pendant au moins 2 minutes, et on va démarrer. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en ligne? Oui, je suis là. Bonjour. Vous présentez et puis vous expliquez au moins tout ce que vous avez compris hier en 2 minutes. D'accord, je m'appelle Hugues Mpaka Moutefa, je suis étudiant de l'IFASIC, j'espère que vous m'écoutez. 565, on vous écoute. Ok, hier nous avons appris. Vas-y, on vous écoute. Nous avons étudié l'initiation mobile avec mes programmation est une étape importante pour réaliser une application. Elle permet donc d'implémenter des différents algorithmes dans un langage de programmation donné. Et puis, vous nous avez parlé des systèmes d'exploitation mobile, qui sont donc des environnements dans lesquels les applications mobiles tournent. Ces systèmes d'exploitation sont essentiellement regroupés en 3, donc les 3 systèmes les plus utilisés dans le monde. Le système Android, le système iOS et le système de Windows Phone. Le système Android qui a été créé par le géant Google, alors que l'iOS, lui, émane de Apple, et le système Windows Phone est de Microsoft. Vous avez aussi parlé des langages de programmation, qui est un ensemble de règles d'écriture utilisées pour construire en ordinateur, d'effectuer aussi certaines tâches de manière automatique. Et puis, vous nous avez parlé des prérequis pour coder dans un langage donné. Donc, la maîtrise d'un outil, d'un ou plusieurs langages de programmation des applications mobiles. Et puis là, on a fait référence avec Android Studio. Vous nous avez aussi parlé des connaissances au minimum de langage, en fait, qui gère les bases de données, comme SQL. Vous avez aussi de l'autonomie en informatique que nous devions avoir, par exemple la maîtrise du clavier et aussi être capable d'installer le logiciel tout seul, mis à part les prérequis matériels et les logiciels. Pour la programmation ordinateur, oui, où sera installé l'environnement ou le lieu de notre travail. Il peut aussi avoir un environnement de travail, comme par exemple un éditeur de texte. Et puis, il faut avoir un compilateur, un débogueur, ainsi que d'autres choses. Et puis, il faut aussi avoir un smartphone pour tester ce qu'on est en train de réaliser. Merci, Jonathan. Donc, en tout cas, moi, je suis fier. Donc, vraiment, je suis fier de toi. Donc, tu as tout assimilé. C'est exactement tout ce qu'on a dit hier.
En tout cas, félicitations et merci beaucoup. Je crois qu'on aura encore le temps de pouvoir développer avec vous ensemble. Je suis content en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut dire quelque chose? Voilà, s'il n'y a plus rien, on va rapidement commencer avec notre session d'aujourd'hui qui est intitulée au fait les cadres légaux de l'exercice de la liberté d'expression et du droit du public à l'information. La séance d'aujourd'hui sera animée par Madame Gloria Kosimana, qui est notre experte maison, qui va essayer de nous brosser sur tout ce qui a trait en fait, donc à l'aspect légal des informations que nous publions. Donc, vous avez peut-être remarqué que non, voilà, moi je suis geek, je suis un peu développeur. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais laisser la parole au professeur Jean-Pierre, mais qui va introduire en fait la session d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour tous qui sont connectés. N'hésitez pas à déposer vos questions sous format écrit, texte, mais aussi lorsqu'on vous donnera l'occasion de parler même en direct au niveau de la plateforme d'Internews. Alors, bonne session d'aujourd'hui et à très bientôt. Merci, monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami Peter. Comme vous veniez de le souligner, la session d'aujourd'hui a pour thématique les cadres légaux de l'exercice de la liberté d'expression et du droit du public à l'information. Je salue d'abord la fidélité et l'engagement de nos étudiants qui sont toujours avec nous et qui sont connectés au fin de cet exercice laborieux. Je salue également les collègues qui sont avec nous ici, l'enseignant Moukeba et notre experte maison, Madame Gloria Kosimana. Pour bien appréhender les modules de formation de ces jours dont nous venions de la thématique tout à l'heure, nous avons bien voulu commencer par fixer l'importance, n'est-ce pas, de cette formation. C'est un module qui vient compléter les enseignements que nos étudiants ont toujours eu en matière de droits de l'homme et liberté publique. Et la raison d'être de ces modules est relative, n'est-ce pas, à des réalités que nous connaissons à ce jour en matière de la pluralité d'opinions qui a du mal à enseigner dans nos mentalités et les droits à la critique devant promouvoir un espace de discussion ouvert sur la gestion de la chose publique qui reste jusque-là à l'état embryonnaire. Et donc, dans cette il faut souligner que les médias constituent des acteurs clés à la pacification de nos communautés. Ils peuvent soit à tisser les conflits, soit apaiser les tensions. Il est donc impérieux de souligner que la liberté de l'information ayant évolué avec les temps, appelle l'État à plus d'ouverture dans la communication avec la population. Mais hélas, en l'absence d'une loi spécifique sur le droit à l'information, il faudrait que nos étudiants et tous les autres acteurs sociaux ou politiques se rendent compte qu'ils ont pleinement le droit d'informer et d'être informés sur toutes les questions de la vie nationale.
Et donc, la culture du secret qui occasionne l'opacité, le détournement, la corruption devra petit à petit céder la place à une gouvernance, à un gouvernement ouvert qui permettra la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, pour bien appréhender cette notion, nous allons subdiviser notre intervention en deux grands chapitres. Le premier chapitre est relatif à la liberté d'expression qui sera animé par moi-même, et le deuxième chapitre sur les droits à l'information qui sera animé par l'experte Madame Gloria et aussi les chefs des travaux Moukeba qui aura certainement quelque chose à nous dire, d'autant plus que c'est dans son domaine de prédilection. Cela étant, avant d'avancer, il est impérieux pour nous de nous appesantir sur les notions sur la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression est la liberté reconnue à toute personne de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. Vous constaterez que de cette définition, il ressort quelques éléments caractéristiques de la liberté d'expression. Et nous dénombrons ici au moins 5 éléments principaux. Alors, le premier élément principal de cette définition, c'est que la liberté d'expression est inhérente à toute personne sans distinction de sexe, de race, de religion, de nationalité. Elle est également inhérente aux enfants, aux étrangers, aux prisonniers et même aux minorités. Et le deuxième élément qui ressort de la définition que nous venions d'indiquer, c'est que la liberté d'expression inclut les droits de rechercher, de recevoir, de répandre les informations et les idées. En d'autres termes, elle couvre non seulement le droit de s'exprimer, mais aussi les droits d'accès aux déclarations des autres et d'accès aux informations détenues par les entités étatiques ou publiques. S'agissant du troisième élément, ces droits s'étendent aux informations et aux idées de toute espèce, tout fait ou opinion qu'il est possible de transmettre est en principe protégé par ces droits. Et quatrième élément, c'est que la liberté d'expression est garantie sans considération des frontières, nous l'avons dit. Les individus ont le droit de rechercher, recevoir et prendre des informations en direction et en provenance d'autres pays. Et le cinquième élément, c'est que le droit à la liberté d'expression peut être exercé par quelque moyen que ce soit. Les individus ont le droit d'utiliser n'importe quelle méthode pour communiquer. Et alors, une question qui nous paraît importante est celle de savoir quel est donc le contenu, l'étendue et les limites de la liberté
d'expression. Notons que le droit à la liberté d'expression repose sur 3 principes. Nous avons, à titre du premier principe, le droit d'avoir des opinions sans ingérence. Deuxième principe, le droit de rechercher et recevoir des informations. Et troisième principe, le droit de communiquer toutes sortes d'informations par tous les moyens, quelles que soient les frontières. Et donc, nous pouvons noter, à titre du contenu de la liberté d'expression, que la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au développement complet de l'individu. Elles constituent les fondements de toute société libre et démocratique. Les 2 libertés sont étroitement liées. La deuxième, c'est-à-dire la liberté d'expression, étant ou constituant les véhicules pour l'échange et le développement des opinions. Et comme l'étendue du droit à la liberté d'expression, nous avons noté au début de notre élocution que le droit à la liberté d'expression couvre l'expression et la réception des communications sur toute forme d'idées et d'opinions. Et donc, nous pouvons noter qu'il porte sur les discours politiques, les commentaires de ses affaires personnelles et des affaires publiques, la propagande électorale, les débats sur les droits de l'homme, le journalisme, l'expression culturelle et artistique, l'enseignement et les discours religieux, mais il peut aussi porter sur la publicité commerciale. Et donc, les champs d'application du paragraphe 2 de l'article ou du pacte international relatif aux droits civils et politiques s'étend même à l'expression qui peut être considérée comme profondément offensante, encore que cette expression puisse être restreinte conformément à la loi ou au texte international qui s'indiquait. Et donc, il faut également préciser qu'il y a une importance qui se rattache au droit à la liberté d'expression. Parlant de l'importance du droit à la liberté d'expression, il essaie de noter que la liberté d'expression n'est pas seulement importante en soi, mais également comme un catalyseur d'autres droits. Par exemple, le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a reconnu dans l'observation générale numéro 25, qui porte sur les droits de participer aux affaires publiques, les droits de vote et les droits de l'égalité d'accès à la fonction publique, l'interaction entre ces droits et les droits de la liberté d'expression et d'opinion. Et ça ressort clairement que la liberté d'expression, c'est un droit de l'homme consacré par plusieurs textes internationaux. Alors, ce qui est aussi important, c'est de noter que cette liberté comprend en particulier les droits de critiquer le gouvernement, bien entendu, pour qu'une démocratie soit effective. Les partis ou les regroupements politiques au pouvoir doivent nécessairement accepter l'expression des critiques qu'elles émanent de l'opposition organisée, de la société civile ou du simple
citoyens. Mais nous devons considérer également que le droit à la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Il y a quand même quelques restrictions ou quelques limites dont il faut sérieusement noter. Donc, à titre de limite à la liberté d'expression, il faut noter que nous avons d'une part les limites justifiées, c'est-à-dire celles qui sont comprises dans les cadres purement légal, mais il y a également des limites injustifiées, c'est-à-dire que celles qui ressortent, n'est-ce pas, de la pratique contre la game ou la pratique qui ne cadre pas avec la loi. Le droit à la liberté d'expression, nous avons dit tout à l'heure, n'est pas un droit absolu. Il comporte des limites qui sont spécifiquement basées sur des conditions prescrites dans les traités applicables pour être justifiée. Toute limitation du droit à la liberté d'expression doit satisfaire au test à 3 parties, à savoir, elle doit être prévue par la loi, elle doit avoir un but légitime, c'est-à-dire protection des droits d'autrui, sauvegarde des bonnes mœurs, préservation de l'ordre public ou protection de la sécurité nationale, et doit être nécessaire pour un objectif légitime. Et là, ce sont des limites qui concourent, n'est-ce pas, à ce que nous avons appelé des limites justifiées. Et il sert aussi de noter également qu'il y a quand même certaines menaces à la liberté d'expression. Après avoir examiné les constitutions et législations nationales des États à travers la région, les 4 mandataires internationaux spéciaux pour la protection de la liberté d'expression ont adopté la déclaration conjointe reprenant les 10 principales menaces ou défis qui affecteront le droit à la liberté d'expression au cours des 10 prochaines années. Alors, notons qu'au nombre de ces menaces, nous avons par exemple le contrôle gouvernemental des médias en particulier. Et de là, nous trouvons l'influence politique ou le contrôle des médias publics. Certaines exigences d'enregistrement concernant la presse écrite ou pour utiliser ou accéder à l'Internet, le contrôle direct du gouvernement sur les autorisations et la réglementation des organismes audiovisuels. Et comme un autre exemple de menace à la liberté d'expression, il convient de noter la nature pénale de la diffamation. Et je crois que Madame Gloria, qui va intervenir tout à l'heure sur la liberté de la presse, elle va s'étendre sur la diffamation. Mais notons que la nature pénale ou de la législation pénale sur la diffamation constitue une menace sérieuse à la liberté d'expression. Et donc, à ce titre, notons que des lois considérant que la diffamation orale ou écrite, l'insulte, les satires à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose sont des délits ou crimes qui demeurent toujours en vigueur dans la plupart des pays, y compris même notre pays, la République démocratique du Congo. Troisièmement, à titre de menace à la liberté d'expression, il faut aussi noter
violence à l'égard des journalistes. Vous avez par exemple la restriction au droit à l'information, la discrimination dans la jouissance du droit à la liberté d'expression, les pressions commerciales, les supports pour les organismes de diffusion du service public et des communautés, la sûreté et la liberté d'expression. Et là, vous allez noter l'invocation croissante de la sécurité nationale pour justifier quelques restrictions à la liberté d'expression. Et vous avez par exemple la liberté d'expression sur l'Internet. Et pas plus longtemps, nous avons assisté dans notre pays certaines coupures intempestives de l'Internet. Et c'est à ce titre-là qu'il faut arranger cette menace de la liberté d'expression sur l'Internet. Et vous avez également l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Vous relevez là les structures de prix qui rendent l'Internet trop onéreux pour les personnes à revenus modestes. Et je crois que les statistiques fournies à ce jour donnent quand même un nombre peu considérable de ceux qui utilisent l'Internet dans notre pays. Et cela s'avère être une menace à la liberté d'expression. Et avant même d'atteindre la finalité de notre intervention, nous avons voulu également vous parler aussi de la liberté d'expression et la diffamation. C'est très important car il y a certaines confusions qui sont faites dans la pratique. Notons que dans de nombreux pays, il y a plusieurs types de lois qu'il est possible de confondre avec les lois sur la diffamation et qui devraient en être clairement distinguées, même si ce terme de diffamation est compris de manière générale. Parmi celles-ci se trouvent les lois sur les discours haineux, les blasphèmes et la vie privée. Et donc, la diffamation également, il y a des confusions qui se constatent aussi avec les droits de l'homme. Les lois sur la diffamation ont par définition une limitation par rapport à l'un des droits de l'homme protégés par les droits internationaux, les droits à la liberté d'expression en faveur de notre intérêt important, la protection de la réputation. Il n'y a pas de hiérarchie automatique entre ces deux droits, mais un équilibre doit être trouvé en accord avec une série de règles. Tout naturellement, parce que les droits à la réputation est garanti par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule clairement que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixtions ou de telles atteintes. Et ici, il faut qu'on souligne que l'utilisation du mot atteinte indique clairement que celles sont couvertes des interférences délibérées et sérieuses contre l'honneur et
la réputation. Et donc, il n'y a pas de confusion à faire entre la diffamation et certains droits de l'homme, du reste, la liberté d'expression. Chers amis du savoir, nous pouvons noter que la liberté d'expression telle qu'est consacrée dans les textes tant internationaux et nationaux, c'est un droit de l'homme très important parce que j'allais dire, un droit qui est à la base de toute société démocratique. Mais celle-ci nous pousse directement d'introduire le chapitre 2, parce que nous avons dit que la deuxième partie du chapitre 2, les droits à l'information, va être animée par l'expert, donc la partie relative à la liberté de la presse. Mais nous allons parler dans la première partie du deuxième chapitre ici du droit d'accès à l'information. S'agissant de ces droits d'accès à l'information, nous pouvons noter que le droit à l'information est conçu comme un droit universel, inviolable et inaltérable de l'homme. Il s'agit d'un droit à la fois actif et passif. Au sens actif, c'est le droit qu'a toute personne de rechercher et de requérir l'information à son initiative propre auprès des organismes publics et de tout particulier exerçant une mission d'intérêt public. Et au sens passif, le droit à l'information s'entend comme une garantie reconnue à toute personne d'être informée par une presse pluraliste et indépendante. Par contre, le droit de l'information et le droit du contenu diffusé, c'est lui qui a directement pour objet l'information, qu'il s'agisse de la protéger ou de la sanctionner en cas de non-respect, les droits d'autrui, des violations de la moralité publique et des troubles à l'ordre public. Il faudrait donc prendre en compte ici une partie du droit concernant les diffuseurs. En effet, toute personne qui diffuse les messages engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale. Par exemple, lorsqu'il diffuse un message de haine ou à caractère injurié, ces faits sont réprimés déontologiquement, civilement, il cause préjudice à autrui et pénalement, ces comportements sont érigés à une infraction. L'accès à l'information permet aux institutions publiques, donc là, vous constatez que nous donnons déjà l'importance même du droit d'accès à l'information publique. Nous disons que l'accès à l'information publique est utile, non seulement pour les citoyens, les communautés et les organisations de la société civile dans leur engagement auprès des gouvernements, pour l'amélioration des services publics, mais aussi dans l'instauration d'une culture de transparence et de responsabilité sociale au sein des États, des gouvernements et des institutions publiques. Parce que l'accès à l'information instaure ce qu'il faut appeler les contrôles citoyens.
L'accès à l'information publique permet, comme nous venons de le dire, un meilleur contrôle de l'action publique, car ils peuvent se renseigner sur les actions et les décisions prises en leur nom par les responsables publics. Et il permet également aux institutions publiques de développer une culture de reddition des comptes, en se voyant ici obligés de mettre les gens au service de l'intérêt public. L'accès à l'information publique permet de renforcer la confiance entre l'administration et les administrés. Il contribue à la libre circulation des idées. Il permet ainsi aux médias d'accéder en toute sécurité aux informations détenues par les organismes publics et d'informer en toute objectivité et impartialité les citoyens. Mais il y a quand même quelques principes du droit d'accès à l'information publique. Et au nombre de ces principes, il faut noter la divulgation maximale qui fait à ce que l'État puisse mettre à la disposition du citoyen l'information dont il désire. Les restrictions ne doivent être appliquées que dans des circonstances très limitées. Deuxième principe, c'est l'obligation de publier. Les organismes publics doivent avoir l'obligation de publier des informations clés. Et troisième principe, c'est la promotion d'un gouvernement ouvert. Les organismes publics doivent promouvoir activement une gouvernance ouverte, promouvoir activement l'éducation publique et lutter activement contre la culture du secret. Et un tel droit d'accès à l'information contient ou comporte des limitations qu'il faut inscrire sous une forme de portée limitée, portée à des exceptions. Donc, ces exceptions doivent être clairement libellées avec précision et assujetties à des tests stricts sur les préjudices et l'intérêt général. Et le dernier principe, c'est les frais. Tel que conçu, le droit d'accès à l'information publique est gratuit. Il ne peut faire l'objet de monnayage, sauf, il faut le souligner, pour la reproduction des documents, les demandeurs en information peuvent prendre en charge ces frais. Chers amis du savoir, chers étudiants, telle a été la quintessence de cette première partie relative au droit de la liberté d'expression et les droits d'accès à l'information, ce que nous avons appelé les droits à l'information. Et je vais, avec votre autorisation, passer la parole à l'experte, Madame Gloria, pour nous parler aussi des notions très importantes qui sont contenues, n'est-ce pas, dans le deuxième chapitre de notre module de séjour, à savoir la liberté de la presse. Alors, Madame Gloria, vous avez la parole pour expliciter à l'intérêt de nos étudiants cette partie liée à la liberté de la presse. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour la parole.
La liberté de la presse, moi, j'intitule ça comme un petit point, juste qui vient compléter tout ce que vous venez de dire. Parce que ce sont deux droits qui marchent ensemble. La liberté de la presse, le droit d'accès à l'information, la liberté d'expression sont des droits qui marchent ensemble. Mais du moins, nous avons quelque chose à ajouter ou à compléter par rapport à ce que vous venez de dire, mais juste en ce qui concerne la liberté de la presse. Commençons par les notions sur la liberté de la presse. La liberté de la presse est un droit constitutionnel, un droit qui est garanti dans plusieurs instruments nationaux et internationaux, mais le meilleur ou l'instrument qui nous intéresse ici au niveau national, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle qu'elle est révisée en ces jours. La liberté de la presse c'est le droit d'être informé tout aussi librement. Elle découle d'un droit de l'homme consacré par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Quel est le rôle de la liberté de la presse? Selon le fait président, l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, il parlait à tout moment, il disait « c'est air dont respire la démocratie ». C'est-à-dire la démocratie tire son oxygène dans la liberté de la presse. On ne peut pas parler de la démocratie sans qu'il y ait la liberté de la presse. Toute nation, tout État qui se dit démocratique doit instaurer le principe de la liberté de la presse qui permettrait ou peut permettre à ses citoyens, à la population, de mettre leur avis ou de faire attendre leurs opinions, leurs idées dans le média, à travers la presse et une presse libre. Quel est maintenant le rôle de cette liberté? La liberté de la presse est très importante dans un pays démocratique, jadis. Et son importance est liée au droit du public à l'information. La population a besoin d'être informée. La population a besoin d'accéder aux sources d'information. Il faut qu'il y ait une presse libre et plurale. Mais il y a un petit problème, un petit souci au niveau national, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, en ce qui concerne la définition de la liberté de la presse. Comme vous le savez, comme vous pouvez constater avec nous, la République démocratique du Congo n'a pas une loi sur la liberté de la presse. Et ce qui fait que le législateur congolais n'arrive pas à donner une définition précise du concept de liberté de la presse. Il recourt à une loi qui porte sur les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Mais cette loi n'est pas une loi sur la presse. La RDC jusque-là n'a pas une loi sur la presse. Il s'est débrouillé, il définit la liberté de la presse comme, selon l'article 8 de la loi numéro 96, 13002 du 22 juin 1996 plutôt, portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse. Il exacte la liberté d'opinion et d'expression attachée à toute personne. Là, le législateur parle de la liberté d'opinion et d'expression sans toutefois faire allusion à la liberté de la presse. C'est déjà un défi que notre pays doit relever, que le législateur congolais doit relever. Nous devons avoir une loi propre à la presse. Il attend par cette liberté le droit d'informer, d'être informé
d'avoir ses opinions, ses sentiments et les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Je pense que notre législation doit être claire. Depuis longtemps, nous avons les organisations de défense et de la promotion de la liberté de la presse qui ont initié de plaidoyer sur la loi de la liberté de la presse, mais jusque-là, il n'y a aucune réponse, je peux dire aucune réponse favorable, parce que jusque-là, il n'y a aucune loi. C'est dans cette loi que le législateur congolais va donner une meilleure définition, une bonne définition qui doit être adaptée à la liberté de la presse. Nous passons à un autre point que les sources de la liberté de la presse. Comme nous avons dit si haut, la liberté de la presse tire sa source dans les différentes lois, dans les différents instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Au niveau national, nous avons déjà cité la Constitution du 18 février telle que modifiée à ce jour. Nous avons la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est une institution qui s'occupe de la régulation des médias. La loi numéro 96/1300D du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Vous allez constater avec nous, si vous lisez cette loi, que c'est une loi qui date. C'est une loi qui a été adoptée et publiée sous la dictature. Elle ne s'adapte plus aux réalités actuelles de l'exercice de la liberté de la presse. Il y a d'autres éléments très importants que la presse obéit, qui ne se retrouvent pas dans cette loi. Cette loi, c'est une loi répressive. C'est une loi qui ne permet pas aux professionnels de médias d'exercer leur métier en toute liberté. Je ne veux pas dire en toute libertinage, en toute liberté. C'est pourquoi les organisations professionnelles de défense de la liberté de la presse, même de défense et de la promotion de la liberté d'information, militent pour que la RDC ait une loi souple qui permettra aux professionnels de médias de bien exercer leur métier. Il y a encore la loi numéro 81/13012 du 2 avril 1981 portant statut de journaliste congolais. Et nous avons le code de déontologie des journalistes congolais du 4 mars 2004. Le code de déontologie des journalistes, c'est comme une Bible que tous les professionnels de médias doivent obéir. Aucun professionnel de médias doit travailler en dehors des articles, en dehors de tout ce qui est prévu dans ces codes. Mais il y a un problème, nos journalistes aussi aujourd'hui, surtout ceux de l'intérieur, souvent avec le radio communautaire que Internews appuie à tout moment, ils ont un problème dans l'exercice de leur travail. Souvent, ils ne sont pas des professionnels. Souvent, ce sont les enseignants, ce sont des gens qui savent écrire et lire, qui sont engagés dans les différentes rédactions, mais qui sont aussi confrontés à des difficultés. C'est pourquoi Internews, en son temps, même jusqu'à aujourd'hui, continue à divulguer, à donner, à distribuer aux différentes rédactions
des radios communautaires, le code de déontologie qui vont permettre à ces journalistes de bien faire leur travail. Nous passons sur le dernier point, les limites ou tempéraments à l'exercice de la liberté de la presse. Tout droit a des limites. C'est pourquoi il y a un jargon juridique qui dit, un principe d'ailleurs, ta liberté se limite là où commence celle de l'autre. Mais avant qu'il y ait une limite, nous devons avoir une loi. Toute limite doit être clairement énoncée par une loi. Clairement consacrée par une loi pour éviter les dérapages, pour éviter les abus, pour éviter la commission des infractions, pour éviter d'abuser aux droits d'autrui. En ce qui concerne la liberté de la presse, nous avons, il faut attendre plutôt le droit d'informer, être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de communiquer sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Ça, c'est une limite justifiée par la loi. Vous pouvez communiquer, vous pouvez avoir cette liberté de la presse, mais vous, à votre tour, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez respecter les droits d'autrui, vous devez respecter les bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas porter atteinte aux droits d'autrui, vous ne pouvez pas porter atteinte ou abuser aux bonnes mœurs. Analysant l'expression sous réserve introduit des limitations. Il s'agit donc du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs. Ça, ce sont les limites que la loi a mises en place pour que le professionnel de médias, pour que toute personne qui utilise la presse n'arrive pas à commettre des infractions. Si vous abusez de ces limites, vous tombez sous le coup de la loi, vous violez la loi, vous violez les codes pénaux et vous serez sanctionné par rapport à la législation congolaise ou à la législation internationale. Les infractions susceptibles d'être commises par voie de presse. Quelles sont les infractions qui peuvent être commises par voie de presse? Donc, nous avons le régime répressif des infractions commises par voie de presse. Quelques infractions, nous pouvons citer la diffamation, l'injure, offense des chefs de l'État, outrage, fausse nouvelle, incitation à la haine raciale. Un journaliste, c'est un éducateur. Un journaliste doit être un homme ou une personne qui connaît du moins les ABC du droit et qui connaît trop bien son travail. Il doit travailler avec professionnalisme pour éviter la commission de certaines infractions, de certains faits qui peuvent lui coûter la vie, qui peuvent lui amener en prison. Mais aussi, c'est en contradiction avec la liberté de la presse. Pourquoi la loi doit limiter cette liberté qui prétend être une liberté, un droit fondamental garanti dans plusieurs instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux? C'est juste pour qu'il y ait de l'ordre. Vous n'êtes pas journaliste pour diffamer les gens. Vous n'êtes pas un journaliste pour outrager, pour donner des fausses nouvelles, pour inciter la population à la haine raciale. Vous êtes journaliste, nous sommes journalistes pour éduquer et pour instruire. Les organisations de défense des droits de la liberté de la presse et de défense des
des droits des journalistes ont mis en place l'atteinte à la liberté de la presse. Ils ont remarqué en son temps, il y a eu plusieurs cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et pour être précis, pour rester dans la logique, ils ont voulu énumérer ces différentes typologies des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Nous avons l'assassinat, emprisonnement, interpellation, incarcération, agression ou torture, menace, harcèlement, entrave à la libre circulation de l'information et pression administrative, économique et judiciaire. Il y a des journalistes assassinés presque chaque année. Il y a c'est un bon travail que fait JED en ce qui concerne le monitoring, des cas des atteintes à la liberté de la presse. JED publie un rapport chaque 2 novembre pour mettre au courant, pour informer non seulement la population, mais aussi les gouvernements de ce qui se passe lorsque les journalistes sont menacés, lorsque les journalistes publient les informations, lorsque les journalistes accèdent à une source d'information. Il y a eu le cas d'assassinat dans notre pays récemment avec Papi Mahamba à l'est de la République démocratique du Congo. C'était juste après la publication du rapport de l'année passée que ces journalistes a été assassinés parce que ces journalistes animaient les émissions de la riposte de la maladie à virus Ebola. Il a été assassiné par, entre guillemets, les miliciens. Il y a des journalistes qui reçoivent des messages de menaces parce qu'il a diffusé de l'information, parce que seulement il ou elle a posé une question qui n'a pas plu aux autorités, et ces journalistes directement ciblés. Il y a des journalistes incarcérés dans des prisons, dans des cachots, des journalistes agressés ou torturés, menacés, harcelés. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans la profession des journalistes. Nous avons des pressions administratives. Là, c'est plus avec le radio communautaire. Les radios communautaires sont des radios qui travaillent plus à l'intérieur du pays. Ce sont des médias qui aident la population à avoir des informations. Ce sont des médias qui aident la population à faire entendre leur voix, à émettre un avis. Mais ces médias, aujourd'hui, ils sont soumis à un régime fiscal très élevé, très exorbitant. Ils ne sont pas à mesure de payer ce que l'État demande. Donc, c'est une situation aussi confuse et compliquée pour ces médias. On ne sait pas si l'État n'intervient pas ou le gouvernement lui-même n'intervient pas à trouver une solution par rapport à ces médias. Est-ce que ces médias vont fonctionner? Et si ces médias ne fonctionnent pas au niveau de l'arrière-pays, au niveau des provinces, nos populations seront à mesure d'avoir une information ou bien de participer au débat public. C'est presque la synthèse ou le résumé de notre intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, Madame Gloria, pour votre exposé. Je ne sais pas, avant que nous commencions avec l'étape des échanges, si il y a un professeur qui a quelque chose à dire sur les exposés. Ok. Non, peut-être dans les interventions. Ok. Doyen? Oui.
La parole est au peut-être professeur Alexis pour quelques précisions complémentaires. Hein. Mais sinon, tout ce qui a été dit est tout à fait valable. Je n'ai rien à redire là-dessus. Sauf que, pour des raisons pédagogiques, on pourrait peut-être revenir sur une conversation sur la distinction entre les libertés, dont on parle ici, liberté de la presse, et les droits de l'homme. Ce sont des notions qui sont proches, qui sont voisines, mais qui sont distinctes. Elles ne se situent pas sur le même plan, elles n'ont pas le même contenu. Elles se distinguent donc l'une de l'autre. Premièrement, du point de vue de perspective, la notion de droit de l'homme relève du droit naturel. Selon cette conception, l'homme possède un ensemble de droits inhérents à sa nature et qu'on ne peut pas ignorer pour porter atteinte à celle-ci. C'est l'exemple, le cas d'une personne qui met fin à la vie d'autrui, ou même qui met fin à sa propre vie. Hein. Mais du point de vue du contenu, les libertés publiques constituent des pouvoirs de choix. Pouvoirs de choix. À cet égard, elles sont des droits de l'homme. Donc, la liberté de la presse, la liberté d'expression sont des droits de l'homme, c'est-à-dire droits de choix. Alors, les droits de l'homme ne comprenaient que le pouvoir. À cet effet, il s'est coïncidé avec les libertés publiques. Mais plus tard, la nature humaine a exigé, entre autres, un minimum de sécurité matérielle et un minimum de développement intellectuel lié à l'accès à l'enseignement, à la culture et à l'information. Du point de vue juridique, il y a lieu de faire une distinction entre ces deux catégories d'hommes en soulignant que ceux de la deuxième catégorie ne sont pas des libertés publiques, à la différence de ceux de la première catégorie. Nous pouvons affirmer à ce propos que compte tenu de cette distinction, si les libertés publiques sont bien des droits de l'homme, tous les droits de l'homme ne sont pas des libertés publiques. Ça, c'est important à noter. Alors, au regard de tous ces éléments, on peut définir les libertés publiques, entre autres la liberté de la presse, comme étant des droits de l'homme qui reconnaissent à celui-ci, dans les divers domaines de la vie sociale, pouvoir de choisir lui-même son comportement, pouvoir organisé par le droit positif, c'est-à-dire le droit qui est d'application dans chaque pays, qui lui accorde une protection renforcée et l'élève au niveau constitutionnel en droit interne, au niveau supralégislatif en droit africain. Alors, je voudrais aborder un point que mes deux prédécesseurs ont évoqué. J'ai entendu parler de la diffamation. Alors, il faut là préciser que il y a la protection des personnes et de l'ordre public contre la presse. Plus que toute autre liberté, la liberté de la presse est susceptible de donner naissance à des agissements contraires à la dignité des personnes ou à l'ordre public. Risque, en effet, on l'a dit, les journalistes glissent de l'information à la diffamation. L'information, c'est la présentation des faits. Mais lorsqu'on déborde, alors on peut tomber dans la diffamation. Ou à l'atteinte à la vie privée. Ou confondre l'expression d'une opinion avec la provocation au trouble. Or, lorsqu'ils se produisent, les errements sont d'autant plus dangereux qu'ils captent immédiatement l'attention, voire des centaines de milliers de lecteurs, plus ou moins disposés à croire, en vertu d'un phénomène bien connu,
de sacralisation de l'écrit, que ce qui est écrit est vrai. Ce danger est inhérent à la presse, plutôt ce danger inhérent à la presse, ne saurait évidemment justifier la suppression pure et simple de celle-ci. Ce n'est pas cette différence. Dans un état de droit, il doit simplement conduire à assortir la liberté de la presse des garants capables d'assurer la protection de l'ordre public et des personnes contre ses abus. Alors, contre la protection de l'ordre public contre la presse. Dans les régimes de crise, comme maintenant, là, on vient d'annoncer le couvre-feu, hein, c'est un régime de crise, un régime d'état d'urgence lié à la pandémie. Les nécessités de l'ordre public permettent de restreindre considérablement la liberté de la presse. Moins exigeant en temps normal, l'ordre public n'en continue pas moins à pouvoir justifier des interdictions et des saisies, tant à l'égard de la presse nationale que de la presse étrangère. Donc, lorsque l'ordre public est menacé, on peut donc encadrer la presse et tout ce qu'elle produit. Toute autorité de police administrative générale peut, en vue de maintenir l'ordre public, décider d'interdire la diffusion d'une publication et d'en saisir les exemplaires. Mais le juge administratif n'admet la légalité de ces mesures que si elles sont proportionnées aux troubles invoqués. Plus encore que l'ordre public, la protection des personnes contre la presse est importante lorsque la dignité de ces personnes est menacée. Contrairement à l'État, qui est de taille à protéger les intérêts généraux dont il a la charge, les simples particuliers paraissent en effet vulnérables et démunis face à la puissance financière et médiatique des entreprises de presse. Ils sont pour ces derniers des proies tentantes. C'est pourquoi le législateur a apporté un soin particulier à assurer leur protection. Mais j'ai bien noté, madame a dit, que chez nous ici, il n'y a pas de code, hein, pardon, sur la presse, hein, en tout cas, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de peut-être qu'il faut inventer ça dans la prochaine législature. Mais c'est qu'il faut noter que les personnes sont protégées contre les dérives de la presse, surtout les enfants. Ils sont protégés contre les dérives de la presse. Alors, dans cette protection-là, on peut citer, premièrement, la protection civile. Lorsqu'une publication de presse cause un préjudice à quelques personnes, la victime peut demander au juge civil ou au juge pénal, en joignant une action civile à l'action publique, de lui allouer les dommages-intérêts. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais vous avez compris que les personnes sont protégées par... et je peux terminer par le droit de réponse. Lorsque une publication porte atteinte à votre dignité, vous pouvez réclamer le droit de réponse. Voilà, je peux m'arrêter à ce niveau puisque l'essentiel a été dit. Merci beaucoup, cher professeur. Professeur Alon. OK. Chers amis étudiants, nous allons maintenant nous remettre à vous, pas pour une évaluation, mais pour un échange. Ceux qui ont des questions vont devoir les noter. Et les professeurs et notre experte vont vous répondre à ces questions que vous allez poser. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. J'ai une question à adresser à Madame Gloria.
Je me représente, Mpaka Moutoe Fauk, étudiant de l'IFASIC en 2e année de licence en multimédia. Madame Gloria, face aux atteintes de la liberté de presse dénoncées par des victimes qui, malheureusement, font face à un silence de l'État. Qu'est-ce que les journalistes doivent faire? Je vais rapidement par un exemple. La journaliste Rachel Kiksha, si je ne me trompe pas, qui est d'Actu 30, médias en ligne et aussi journal télévisé, qu'elle était victime des propos de mort de la part des gens de l'UDPS, militants et députés, lors de l'élection de la destitution du bureau Mabda, qui vient de se passer sous peu. Elle l'avait dénoncé. Le message a été capté par tout le monde, y compris le gouvernement. Malheureusement, on a enregistré un silence total de la part du gouvernement qui a enregistré ces menaces de mort. Face à ce genre de situation, qu'est-ce que le journaliste doit faire? Je vous remercie. Bon, Madame Gloria, vous avez la parole pour répondre. Pour la question, lors de notre intervention, nous avons cité une organisation de défense des droits de liberté de la presse, qui est Journaliste en danger. Je pense que vous connaissez Journaliste en danger. C'est le travail que JED fait chaque jour en ce qui concerne le monitoring sur les cas d'atteinte à la liberté de la presse. Si un journaliste ou un professionnel de médias est menacé, il doit directement alerter Journaliste en danger. Journaliste en danger va procéder aux enquêtes, va enquêter sur l'affaire. Si c'est dans l'exercice de ses fonctions que ces journalistes reçoivent le menace et d'autres atteintes, JED, à son tour, va faire des alertes. Et quand JED fait des alertes, pour tout le monde, c'est pour tout le professionnel de médias concerné qui est menacé, qui est torturé, qui est emprisonné. Donc, c'est un travail que JED fait chaque jour. Et pour nos professionnels de médias, ils doivent alerter, ils doivent saisir JED directement pour que JED procède aux alertes et donc à faire de bruit par rapport à cette situation. Merci. Et une autre question? Je ne sais pas si l'étudiant est satisfait par rapport à ma réponse. Oui, je suis satisfait, bien que vous n'ayez pas m'a touché là où je voudrais plus entendre. Parce que JED aussi été au courant, mais a gardé un silence. Mais surtout, c'est le gouvernement qui doit nous protéger, l'État qui doit protéger. Parce que les menaces étaient vraiment imminentes. C'est passé partout. Il y avait eu même des vidéos enregistrant ces députés et militants de l'UDPS lui promettant la mort. Alors, face à ce genre de silence de l'État. Vous avez raison, l'État a l'obligation de protéger sa population, non seulement les journalistes, mais toute la population. Mais en ce qui concerne les journalistes, ça devient comme une exception parce que c'est un professionnel de médias. Il faut nécessairement que le gouvernement intervienne. Le gouvernement n'intervient pas seulement pour les journalistes, mais pour toute la population. Quand j'ai cité JED, parce que JED, c'est une organisation de défense des droits de la liberté de la presse, il s'occupe de ces cas. Et lorsque JED fait de bruit, lorsque JED publie des alertes, le gouvernement aussi est directement au courant par rapport à telle ou telle situation. Nous avons aussi des cas, plusieurs cas, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les atteintes sont commises presque chaque semaine, chaque mois. JED enregistre plusieurs d'atteintes, mais JED ne croise pas le main. JED interpelle, JED alerte, même la communauté internationale et d'autres
organisations internationales interviennent aussi. Merci, madame. Je crois que c'est clair. Les menaces, que ce soit des morts faites à l'endroit des journalistes, je crois que c'est une infraction. Il va falloir à la victime de saisir aussi les instances judiciaires. Je pense que lorsque l'action publique, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà saisi les juridictions judiciaires compétentes, il n'y a pas de prescription. Donc, à tout moment, on peut toujours revenir, mais ce qui importe, c'est que si, sérieusement, une journaliste ou un journaliste est victime de telles menaces et qu'il a des éléments de preuve, il peut toujours saisir les instances judiciaires et éventuellement se voir réhabilité dans ses droits. Une autre question? On va nous lire une question. Donc, on va lire les questions qui nous viennent directement depuis la plateforme. Christian Lutendo qui dit « Je maîtrise très bien cette loi sur le droit d'accès universel à l'information, célébrée chaque 28 septembre. Mais cela fait 4 ans depuis que cette loi, initiée par M. Nyarugabo, ne passe pas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait pour booster, ou quels sont les moyens pour booster cette loi qui nous sera utile? » Christian Lutendo, étudiant à l'UFASI. Je crois qu'il faut d'emblée, hein. Il ne faut pas parler de la loi. Il faut parler de projet de loi. C'est une proposition. C'est une proposition, comme ça vient d'être. Ce n'est pas encore une loi. Une loi ne devient une loi que lorsqu'elle a été débattue à l'Assemblée, disons au Parlement, et ensuite promulguée par le chef de l'État. C'est à ce moment-là qu'elle devient loi. À ce niveau, on ne peut pas parler de loi, ce ne sont que des propositions qu'il faut soumettre au débat à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, en même temps, s'il n'y a pas amalgame, parce qu'il dit qu'elle est célébrée, il donne même une date, la loi qui serait célébrée. Qui n'existe pas. C'est toi qui n'existe déjà pas, mais il dit qu'elle est célébrée, on ne comprend pas très bien. C'est juste. Bon, c'est une erreur, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en face d'une loi. Il faut noter qu'il y a l'absence de cette loi et qu'on ne peut pas célébrer quelque chose qui n'existe pas. Une autre question. C'est une journée internationale d'accès à l'information. Est-ce qu'il a compris? Okay. Je ne sais pas si... Il faut lui demander s'il a compris. Monsieur le Tidian, là, vous parlez de la journée internationale d'accès à l'information. Ce n'est pas une journée d'une loi quelconque à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Il a dit, Christian Lutendo a aujourd'hui, il parle de la journée internationale. Ok. Merci pour cette précision. Une autre question. Donc, on va prendre l'intervention de Archange Kiminou. Quand est-ce que la liberté de la presse devient libertinage de la presse? C'est bien. Liberté, libertinage. Qui tente de répondre? Professeur, alors, vous avez quelque chose à dire sur la question? Vous n'avez pas suivi? Dit quand la liberté de la presse devient libertinage de la presse. Doit-on parler de libertinage de la presse comme concept adopté? Non. Peut-être c'est quand il y a des abus qui ne sont pas sanctionnés. Quand il y a des abus, quand il y a des dérapages qui ne sont pas sanctionnés. Peut-être à ce moment-là, on pourrait parler de libertinage. Le conseil n'est pas vraiment consacré, mais je pense que c'est quand, dans le cas où il y a des abus constatés mais non sanctionnés, alors dans ce cas-là, ces abus auraient libre cours. Là, on pourrait peut-être parler de libertinage. Mais je pense que nous sommes dans un pays où les gens sont fort sensibles, et nous sommes dans des situations où souvent dans la presse, c'est des émissions politiques ou sociopolitiques qui engagent pour la plupart du temps des politiciens, et puis ceux-là sont trop sensibles à leur personnalité, ils ne laissent pas des abus passer comme ça. Je pense en tout cas, on parlerait de
de libertinage dans le cas où les abus constatés ne sont pas punis. Voilà ce que je peux. Merci beaucoup, professeur. Une autre question? Donc, une question de Gilbert Kiomou. Comment faire pour contourner la pesanteur politique dans les médias détenus par les acteurs politiques afin que les journalistes jouissent de ce droit qu'est la liberté des presse? Comment faire pour contourner la pesanteur politique dans les médias détenus par les acteurs politiques afin que le journaliste jouisse de ce droit qu'est la liberté des presse? Là, il parle de la presse partisane. Exactement. Bon, chaque parti a droit à avoir des organes de presse, hein, radio, télévision, tout ce que vous voulez, et pour exprimer ses opinions. Alors, il faut qu'ils nous disent, s'agit-il des journalistes qui prestent au sein de ces organes de presse partisans? C'est ça justement, je crois que c'est ça l'idée. Comment contourner la pression du média sur les journalistes qui travaillent en son sein pour permettre aux journalistes de bien... Non, Alors, je ne vois pas comment un journaliste qui est dans un parti politique dont on sait que l'objectif est de conquérir le pouvoir, d'exercer, de les garder le plus longtemps possible, ce journaliste va se soustraire à cette vision politique, pour ne pas dire politicienne. Un organe d'un parti politique, c'est un organe, je dirais, idéologique, qui défend les intérêts politiques. Alors, le journaliste qui y preste, à mon avis, il doit faire un choix. Soit il s'aligne sur la philosophie du parti, ou alors il peut se dégager pour rester ailleurs, c'est-à-dire en utilisant tous les instruments qu'il a, professionnels, pour faire du professionnalisme. Je ne vois pas, surtout chez nous ici, des organes de partis politiques accepter qu'il y ait vraiment un traitement, je dirais, neutre des informations. Moi, en tout cas, c'est mon avis, je n'en vois pas. Ok, merci. je crois qu'il y a quelques leviers qu'on peut actionner. D'abord, on a dit que la liberté d'expression, elle est reconnue à tout le monde, et la liberté d'entreprendre dans le champ de la presse est reconnue. Donc, un parti, une organisation peut aussi avoir une télévision pour diffuser sa philosophie, sa vision. Donc, on est acté là, c'est clair. Maintenant, je crois que la possibilité d'organiser les choses, c'est à l'État aussi. Lorsque les gens demandent d'entreprendre dans le champ de la presse, ça veut dire créer des médias, que dans le cahier des charges, que les choses soient plus ou moins claires, qu'on ait une télévision d'opinion, parce que dans les médias, on peut jouer sur l'opinion, mais on joue aussi sur l'information. Troisième chose, il y a la possibilité au niveau du journaliste qui exerce, on appelle ça la clause de conscience. Ça veut dire que vous pouvez vous trouver dans un environnement où vos convictions personnelles ne sont pas en adéquation avec la maison qui vous emploie. Il y a possibilité de faire jouer cette clause de conscience pour éviter d'être entraîné dans le champ, dans la vision de la télévision. Oui, professeur. Je voudrais renchérir. Il y a deux cas possibles pour contourner. Le premier, c'est ce que veut dire le site Moukeba, c'est que le journaliste est face à sa clause de conscience. Et nous avons vu sociaux, quand le journaliste peut gérer sa e-réputation, les réseaux sociaux permettent aussi de contourner ces difficultés-là. Il n'est pas blessé dans sa ligne éditoriale. Il peut exprimer, n'est-ce pas, son opinion personnelle en, par exemple, un blog. Là, c'est lui. Il peut se démarquer, n'est-ce pas, de la portion de la ligne éditoriale. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité est le général. C'est l'éducation aux médias. Ça vient de la population. Alors, nous sommes dans un pays où la population n'a pas de possibilité de faire pression aux médias. C'est
Comme ça, il fait que le média nous balance n'importe quoi. La population doit s'organiser pour obliger aux médias, n'est-ce pas, de produire ce qui lui est utile. Et ça, c'est hein, le thème ultime de la leçon aux médias. C'est vrai, c'est des options qui sont vraiment en retard chez nous. Mais je pense qu'avec la prolifération des médias, avec la partisanerie qui s'installe, on serait obligé, n'est-ce pas, d'activer cette option pour responsabiliser le média. Voilà. Merci beaucoup. Rappelez-vous que la propriété ou le contrôle des médias par les chefs des partis politiques, c'est parmi les menaces à la liberté d'expression. Et que cette question nous paraît très pertinente pour y trouver vraiment des réflexions. Et je crois que la loi qui est en route sur l'accès à l'information peut avoir quelques tentatives de réponse pour qu'une solution soit trouvée à ce que nous constatons sur les terrains. Merci. Une autre question? Donc, une question de Biden Gandhi. Est-ce que la liberté d'expression veut dire tout dire? Sinon, pourquoi? Et si oui, pourquoi? Donc, là, c'est une question posée au prof Moulouba. OK. La liberté veut dire tout dire. Alors, la liberté d'expression a toujours un autre corollaire, ça veut dire la responsabilité. Lorsque vous avez de l'information à donner, vous devez vous poser la question sur ce que cette information étant donnée dans la société, ce qu'elle peut produire dans la société. Est-ce qu'elle va dans le sens de performer les fonctionnements de la société ou elle va dans le sens de créer chute de la société? Non, la liberté, on le dit très souvent dans les cours d'information, dans beaucoup de codes de déontologie de journalisme, on insiste sur l'autre côté, c'est la responsabilité. C'est aux journalistes d'apprécier et de dire ça ne peut pas être dit parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la communauté. Parce que quand on donne l'information, ce n'est pas pour soi-même. L'information circule et fait partie des éléments essentiels d'une société. Alors, si l'information qui est donnée doit détruire la société, il y a lieu de s'interroger à quoi elle sert. Donc, pour me résumer, on ne peut pas tout dire à partir du moment où soi-même on considère que l'information qu'on va donner peut provoquer la chute ou quelque chose de bien de la société. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Il importe aussi de souligner, à l'appui de ce que cet homme qui vient de dire, que la liberté d'expression, nous avons dit que ce n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui a des limitations, des restrictions. Et à titre de restriction, nous avons souligné que vous avez par exemple l'ordre public. L'ordre public est défini généralement par la tranquillité publique, la sécurité, la paix. Alors, au nom de cet ordre public, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Vous avez également la sécurité nationale. Donc, il y a des questions qui touchent à la sécurité nationale dont l'État lui-même se réserve le monopole de divulguer certaines informations. Et vous avez également comme restriction les bonnes mœurs et la moralité publique. Et il faut, vous avez le droit, certes, de vous exprimer, mais vous êtes contraint, n'est-ce pas, à ces restrictions qu'il faut impérativement prendre en compte parce que ce sont des restrictions qui sont légales, donc les limites justifiées. Voilà ce que nous pouvons dire à l'appui de ce que le CT Moukeba dit. S'il y a une autre question. Question de Olivier Roland Chimanga. Ma question s'adresse à Madame Gloria et au professeur Mikaï. Comment comprendre que les journalistes, qui est considéré comme le quatrième pouvoir, n'a pas un instrument juridique bien défini qui puisse permettre aux médias de bien exercer leur travail
alors que les professionnels des 3 premiers pouvoirs sont bien encadrés par les dispositions constitutionnelles régissant leur métier. Si les législateurs ne parviennent pas à définir exactement la loi sur la liberté de la presse, sinon, quel est l'apport des anciens journalistes qui ont été parlementaires ou sont actuellement parlementaires au sein de l'Assemblée nationale? On commence par Madame Gloria. Les journalistes veulent savoir pourquoi il n'y a pas une loi jusque-là en matière, en ce qui concerne la liberté de la presse. D'abord, nous disons que, à mon avis, c'est une volonté politique. Lorsqu'il n'y a pas de volonté politique dans telle ou telle matière, les législateurs se réservent. Ils se réservent parce que c'est une démarche qui date de longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que le professionnel, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles de médias, avaient initié en son temps cette proposition de loi pour que la République démocratique du Congo ait une loi précise sur la liberté de la presse. C'est un problème général, c'est un problème qui touche tous les Congolais et non seulement les secteurs de la presse ou seulement les journalistes, parce que tout le monde a besoin de l'information, tout le monde a besoin d'avoir une presse libre, une presse plurale, tout le monde a besoin d'avoir des journalistes qui exercent, qui travaillent trop bien, des journalistes professionnels. Je pense que c'est une volonté politique qui manque au chef ou au sein de notre Parlement pour adopter cette loi, cette proposition de loi. Les doyens Bikaï. Oui. Alors, comment préciser une chose? La presse, on dit que c'est le 4e pouvoir, c'est ce qu'on dit, mais vous ne trouvez pas dans la Constitution. Dans la Constitution, vous avez 3 pouvoirs. Hein? Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce sont les 3 pouvoirs constitutionnels qui résument ce qu'on appelle le pouvoir d'État. Alors, la presse, on la qualifie de 4e pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'opinion publique, l'opinion générale, dans des prises de position sur toutes les questions de la vie nationale. Mais que faire pour que cette loi soit quand même discutée au Parlement et ensuite votée et puis promulguée par le chef de l'État? Et je pense qu'il faut qu'il y ait, je dirais, un plaidoyer, qu'il y ait une volonté, Madame vient de le dire, la volonté doit émaner de la société. Je donne un exemple ici. Tout récemment, il y a eu au Parlement des propositions de loi qui ont même créé des troubles. Hein. Je ne vais pas entrer dans les polémiques politiques, mais vous connaissez ces lois-là. Mais qu'est-ce qui a fait que ces lois ne passent pas au Parlement? Il y a eu pression de la rue, vous avez vu? La rue a imposé à ce que ces lois soient tout simplement écartées. Donc, la même pression-là peut être faite pour que la loi sur l'expression soit votée. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une pression au niveau de la société pour amener le législateur à légiférer sur cette loi-là. Voilà. Merci, doyen. Y a-t-il une autre question? Une question de Christian Timothée, étudiant à l'IFASIC. Au cas où les organes de régulation au niveau régional ne parviennent pas à protéger les journalistes, ou ces derniers, désolé, il y a trop de questions qui entrent, donc je réponds à la question de Christian Timothée.
Au cas où les organes des régulations au niveau régional ne parviennent pas à protéger les journalistes, dans les cas où ces derniers avaient raison ou étaient accusés injustement, auprès de quel organe international de régulation peut-il faire appel? Il y a un intervenant. C'est à l'ONU. Vous répondez? Madame Glover. Bon, je ne suis pas bien disposé à répondre à cette question-là. Mais de toutes les façons, dans l'histoire de la presse, il est difficile de rencontrer de tels cas. Il est difficile dans l'histoire de la presse de rencontrer de tels cas. Ça veut dire autrement que la situation de la presse, c'est une situation qui intéresse tout le monde. Et donc, il y a abus, en tout cas, il y a des acteurs multiples qui interviennent au point de trouver des solutions. Dans l'histoire de la presse, je n'ai pas connu de cas vraiment qui débordent à ce point-là. Mais il y a des cours internationaux qui sont habilités à se saisir des dossiers sur le plan pénal ou civil. Il y a des cours d'intervention de langue, par exemple, qui peuvent se saisir de tels dossiers. Question d'amorcer une telle démarche, c'est arrivé. Bon, nous précisons à l'appui de ce que le professeur vient de dire là, l'intention de Christian Timothée, que certainement, il ne peut pas manquer de solutions face à pareil cas, d'autant plus que c'est une institution régionale qui est censée protéger les intérêts des journalistes lorsqu'elle a failli à ses missions. Mais nous revenons sur le plan interne. Sur le plan interne, vous avez une panoplie d'institutions, en commençant par des institutions de pairs, c'est-à-dire entre journalistes, et puis vous avez aussi les institutions républicaines de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les cours et tribunaux qui sont là, et on peut toujours avoir des solutions. Mais au-delà même de tout, sur le plan international, il y a également beaucoup d'institutions aussi qui peuvent jouer ce rôle-là, parce que nous l'avons dit, que la liberté d'expression, c'est aussi les droits de l'homme, des droits de l'homme, comme tous les autres droits de l'homme, et qui peuvent toujours être portés à l'intention, n'est-ce pas, des institutions internationales, aussi régionales et nationales. Une autre question? Une question de Nelson Guado. Bonjour Internews. Tout le monde a droit d'information, c'est ce que j'ai pu comprendre chez le professeur Moulouba. Et au cas de diffamation, il y a la poursuite judiciaire. Madame Gloria a également parlé de la liberté de la presse, que cette liberté ne soit pas confondue en libertinage. Elle a également soulevé la diffamation, injure, outrage au chef de l'État. Il y a des lois qui sanctionnent. Ça laisse entendre que la poursuite au cas de diffamation est conquée par des grands personnages. Et du coup, les peuples qui injurent ou diffament tous les jours sur les réseaux sociaux, car nous recevons tous les jours toutes sortes d'informations, de diffamations et d'injures. Une question de Nelson Guado. Merci beaucoup, Nelson. Moi, la semaine passée, j'ai assisté à un procès au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de quelqu'un qui a porté plainte contre un citoyen qui aurait méchamment publié quelque chose qui a porté atteinte à son honneur sur les réseaux sociaux. Et c'était quand même un très bon procès. Et il y a eu un engouement autour de ces procès parce que ce sont des choses parfois que la population congolaise ignore, que l'on peut si vous avez des preuves. Parce que tout est fonction de preuves que vous pouvez avoir pour se mouvoir éventuellement devant les cours et tribunaux et dénoncer cela. C'est-à-dire que ceux qui sont victimes de diffamation sur les réseaux sociaux, vous pouvez, n'est-ce pas, saisir les cours et tribunaux lorsque vous avez identifié l'auteur
cette infraction, vous pouvez également réunir un certain nombre de preuves. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous voir réhabilité devant les cours et tribunaux. Je vis déjà ce genre de procès s'est passé. Et donc, il faut préciser, à l'intention toujours de leçons, que la diffamation ne doit pas être confondue à certaines notions. Qu'est-ce qu'on appelle la diffamation? La définition de la diffamation doit être tirée de l'article 74 du Code pénal congolais qui stipule ceci. Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an ou d'une amende de 25 000 zaïrs ou d'une de ces peines. Bon, on n'est pas dans les zaïrs, mais sinon, c'est une loi qui est ancienne qu'il faut amender. Mais sinon, je voulais préciser cette définition-là pour que l'on ne confonde pas la diffamation à des notions connexes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes victime de ce genre de propos à votre honneur et à la considération qu'on vous doit, et vous avez des preuves, vous pouvez saisir les cours et tribunaux et vous voir réhabiliter. Merci Nelson. Je voulais compléter, ça me permet de dire, parce que souvent quand on évoque diffamation, c'est comme si c'était le propre de la presse. Non, il y a diffamation même en dehors de la presse. Deuxième chose que je voudrais quand même préciser, je considère que les étudiants qui sont là, c'est des étudiants en communication, je crois. Il y a lieu de faire la part des choses entre tout ce qu'il y a en ligne, ce n'est pas de la presse. Il y a en ligne des supports de presse, des médias en ligne, donc qui relèvent de ce que nous on fait, de quoi on parle. Lorsque quelqu'un, tout ce qui est en ligne n'est pas de la presse. Et donc, quand il y a diffamation, pourquoi on parle de diffamation? On insiste dans le cadre de la liberté de la presse, parce qu'on considère que le travail de la presse est de donner l'information. Et que dans la diffamation, l'information qui est donnée peut être fausse ou vraie. Au moment où on impute la diffamation à un journaliste, on est en train de faire là, on va le décourager à donner l'information. Et donc, tel que défini, c'est un frein au droit à l'information pour ceux qui attendent, mais pour le journaliste qui va chercher l'information. Donc, entendu comme pour le journaliste, c'est quelque chose qu'il faut nuancer, tandis qu'en dehors, donc ne ramenez pas le débat de la diffamation comme tout se passait dans le cadre de la presse. Le cas qui a été évoqué tout à l'heure, ce n'est pas dans la presse. On peut avoir de la diffamation même dans la rue, même n'importe où. Voilà. Donc, tout ce qui est l'éducation des populations aux médias, ça c'est très important, comme disait tout à l'heure le prof Fallon. Parce que notre population ne sait même pas ce qu'on appelle presse, parce que tout ce qui est en ligne aujourd'hui ne relève pas de la presse. Il y a des supports d'information qu'on appelle des médias en ligne qui relèvent de la presse. Et la loi de 96 qu'on évoquait tout à l'heure, à l'occasion, je voulais aussi préciser qu'il n'y a pas d'absence de loi en ce qui nous concerne. Il y a une loi, mais qui est dépassée. Et cette loi, lorsqu'elle a été adoptée, comment dire, la réalité qu'on a aujourd'hui des médias en ligne n'existait pas, ce qui fait qu'elle n'a pas été prise en compte. Mais tout ce qui est sur Internet ne relève pas de la presse et les étudiants doivent faire très attention à ça. Merci beaucoup. On va prendre des questions parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Bon, des questions et les restes des questions, on va, n'est-ce pas, bavarder sur les groupes, sur les réseaux sociaux avec nos étudiants. Question de Jafet Toto. Existe-t-il des cas où l'État congolais a déjà pu réparer un préjudice par la violation de ce droit de liberté d'expression? Vous donnez deux questions, puis... ok, voilà. ça,
Prof Alon, donc c'est une question de Franck Ebanza. Quelles sont les caractéristiques d'un journaliste d'investigation et c'est quoi son profil? Est-ce que tout journaliste est d'investigation? Franck Ebanza, étudiant à l'Université catholique du Congo. Je dis non. Tout journaliste n'est pas journaliste d'investigation. Non. Mais dans ma conviction personnelle, j'ai toujours dit, et même quand j'enseigne, je l'ai dit aux étudiants, qu'un journaliste de terrain doit obligatoirement, j'ai dit et je le souligne obligatoirement, maîtriser les méthodes de collecte d'informations de terrain. Ça, c'est fondamental. Mais aussi, les méthodes d'investigation, les méthodes de recherche empirique, mais je veux dire de recherche de terrain. Parce qu'en fait, prenons-en par exemple le cas du journalisme local, pas de la localisation. Voyons, aujourd'hui, il y a le piège de coltan. Et ce piège de coltan n'est pas seulement organisé à l'RDC, c'est transversal. Le Rwanda, la Chine, ainsi de suite. Mais vous êtes journaliste d'investigation. Pouvez-vous investiguer sans maîtriser les méthodes de recherche de terrain? Je dis non. Je dis non. En fait, pour moi, un journaliste d'investigation doit avoir cette posture-là. Maîtriser les outils d'information, les outils de collecte d'informations de terrain. Et ces outils ne sont pas que journalistiques, pas forcément. Parce que quand on est passé dans les méthodes quantitatives ou qualitatives, c'est pas du journalisme, ça. N'est-ce pas? Ça, c'est une posture scientifique d'abord, mais qui doit s'appliquer, n'est-ce pas, à la collecte de l'information. Non seulement la collecte d'information, mais le traitement de ces informations. Vous menez une enquête, vous savoir traiter les données de l'enquête pour partir du chiffre, n'est-ce pas, aux informations. Donc moi, je pense que l'élément capital pour moi, c'est cette posture-là, n'est-ce pas, du travail de terrain. Cette posture du travail de terrain. Donc c'est ça la responsabilité. Je voudrais ajouter d'ailleurs que, comme le prof disait, tout journaliste devrait avoir vocation d'aller là-bas. Parce que d'ailleurs, quand on dit, on le disait tantôt, on le répète souvent, on dit les journalistes, la presse c'est le quatrième pouvoir. Mais nom de Dieu, comme disait le prof, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Mais qu'est-ce que justifie? Pourquoi c'est le quatrième pouvoir? Parce que la presse joue sur l'opinion, peut entraîner l'opinion contre les autres pouvoirs. Et dans toutes les écoles de journalisme, quand on commence, on raconte toujours cette histoire de Watergate, voilà, pour insister sur ça. Et le pouvoir dont la presse lui vient essentiellement du journalisme d'investigation, parce qu'il peut aller trouver des choses qui sont cachées, les amener à la surface et jouer sur l'opinion pour qu'elle cela se prenne en charge. Donc, maîtriser les techniques de collecte, c'est même ça le cœur du journalisme. Voilà. La première question de Jaffé qui demande s'il existe des cas où l'État congolais a déjà eu à réparer les préjudices causés à des journalistes. Bon, je réponds par l'affirmative qu'il y a quelques cas, mais pas des cas récurrents. Donc, j'ai un cas ici qui date de 2004, de journaliste de Télésphore, le journaliste présentateur de l'émission Plaidons pour la justice, qui a été, dans l'exercice de ses fonctions, tabassé par la police. Mais à la suite d'une action qu'il a exercée, et il s'est vu, n'est-ce pas, réhabilité, c'est-à-dire que l'État congolais, qui était visiblement responsable de ces policiers-là, a dit être condamné pour dommages et intérêts, mais bien évidemment, ces dommages-là, ce n'est pas tout de suite qu'on les a. Souvent, c'est logé toujours dans la dette publique intérieure. Mais sinon, théoriquement parlant, il y a quand même quelques cas, mais ce n'est pas récurrent. Bon, je crois qu'avec l'autorisation des professeurs, on peut ajouter une question.
Une question de Gédéon Boutus. La RDC se classe quantième pays dans la liste des pays qui respectent les droits de l'homme? Question au professeur Aaron. Bon, est-ce qu'il y a des baromètres sur ça? Je n'ai pas lu. Baromètre africain, européen, Nations Unies, je n'ai pas lu. Les droits de l'homme, vous dites? Droits de l'homme. Oui, je crois qu'il y a un classement, non? On fait régulièrement. Je crois qu'au tout dernier, on était un peu vers le bas, là, on nous classait. Bon, après, mais je pensais qu'il était question ici, sauf si je me trompe aujourd'hui, qu'il était question de parler du cadre légal qui régit la liberté de la presse. Hein. Sauf si je me trompe, et qu'il y a eu, je crois, en début de semaine, un atelier sur les droits de l'homme. Bon, sinon, il faut que notre étudiant note que certainement la RDC était vraiment très loin au classement de ceux qui violent les droits de l'homme, mais il y a eu dernièrement quelques avancées significatives et si l'on continuait dans une bonne direction, on peut éventuellement être considéré comme bon élève. Alors peut-être il faut lui dire que pour le moment, le grand combat, vous le constatez au niveau du pays, c'est la quête de la construction de l'état de droit. On cherche à construire un état de droit. Cet état de droit n'existait pas. D'où les violations massives, d'où le classement au bas de l'échelle qu'un pays a connu sur une longue période. Hein. Nous sommes dans la période où tout le monde, l'état de droit, j'ajoute, que c'est l'État qui doit être construit par tout le monde, non pas seulement par les autorités publiques, mais par les citoyens aussi, qui doivent eux-mêmes commencer par respecter les droits des uns et des autres. C'est ça l'état de droit. Voilà. En fait, le classement, c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui relèvent de l'état, de la population. Et tout cela fait que si il y a des efforts entrepris ça et là, le pays se portera sûrement très bien sur le classement et pourra être considéré comme parmi les bons élèves. Bon, pardon? Ok, nous donnons la parole à l'expert qui vient de... Alors, il faudrait savoir que par rapport à la situation des droits de l'homme, il y a le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme qui fait la situation périodique par rapport à la situation des droits de l'homme. Donc, vous allez voir que par rapport à la période précédente, il y a eu moins de cas par rapport au mois de novembre. Donc, il y a quand même une évolution. Mais pour ce qui est de la situation de la liberté de la presse, il y a Reporters sans frontières qui publie chaque année les classements mondiaux par rapport à la liberté de la presse. Donc, quand vous allez sur rsf.org, vous allez trouver la position de la RDC sur le plan international. Et il occupe la 154e position du classement mondial par rapport à la liberté de la presse. Donc, tout cela est dû à la résurgence des cas d'atteinte. Il y a l'impunité, les différents cas d'atteinte par rapport les différents cas d'atteinte par rapport à la liberté de la presse qui ne sont pas sanctionnés. Il y a des problèmes de procès, il y a des problèmes d'impunité. L'État n'engage pas de procès, de poursuites pour tous les dossiers ayant trait à la violation de la liberté d'expression. Et là, il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a émis un arrêt dans ce sens-là, que l'État qui n'engage pas de poursuites pour toute violation, il viole le droit à la liberté d'expression. Donc, la situation des droits de l'homme s'est améliorée pour le mois précédent, mais pour ce qui est de la situation de la liberté de la presse, la RDC doit encore faire beaucoup d'efforts. Cela est dû aux différentes violations, aux différents problèmes qui se posent par rapport à la question de la liberté de la presse. Ok, merci beaucoup, Maître Paul. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. La thématique intéresse énormément. Nous avons noté beaucoup de questions qui sont restées, mais nous vous promettons que ces questions auront des tentatives de réponse de la part des professeurs
sur les groupes. Bon, je donne la parole à M. Peter pour annoncer, n'est-ce pas, la journée de demain. Je crois que demain, c'est notre 6e jour et la thématique va nous être annoncée par M. Peter. Ok, en tout cas, c'était vraiment bien aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour cette énième session de notre conférence en ligne. Comme le professeur Jean-Pierre vient de le dire, demain, en fait, on va clôturer. Donc, ce sera notre dernière session où l'expert Patient Ligoti va intervenir sur le web journalisme. Et je crois que nous serons encore nombreux. Il y aura des questions comme aujourd'hui. Nous osons pas que chacun sortira avec quelque chose comme ce qui était le cas aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et à demain. Merci, monsieur le ministère. Merci beaucoup.